Allez, on a tous déjà fait ça, pas vrai? Faire la queue pendant, je ne sais pas, 2 heures, juste pour un café à la mode. Ou alors, on se rue sur des soldes pour acheter un truc totalement inutile. Et après coup, on se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Eh bien, rassurez-vous, c'est complètement universel. Dans la société moderne, on essaie tous d'être rationnels, mais notre cerveau, il adore nous jouer des tours. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. D'ailleurs, si vous aimez ce genre de décryptage pour mieux comprendre notre monde, pensez à liker cette analyse et à vous abonner, ça aide énormément le format. Aujourd'hui, on va se baser sur un livre absolument incontournable, Influence et manipulation, ou Influence, the Psychology of Persuasion, écrit par le célèbre Robert Bettialdini. C'est un expert mondialement reconnu en psychologie sociale, et il a littéralement décortiqué pourquoi, très souvent, on dit oui de manière complètement irrationnelle. Alors, pourquoi on fait des choix irrationnels en mode pilote automatique? En fait, pour comprendre la manipulation, il faut d'abord regarder sous le capot de notre propre cerveau. Notre vie moderne est un vrai chaos, hyper complexe et saturé d'infos. Pour survivre, sans surchauffer, notre cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il crée des raccourcis. Il met en place des modèles de comportement automatiques. C'est littéralement comme un mode pilote automatique. On appuie sur un bouton cognitif et bah, une réaction instinctive se déclenche. Par exemple, si on vous met face à 2 téléviseurs, on va presque tous supposer automatiquement que le plus cher est forcément le meilleur. C'est rapide, c'est facile. Mais attention, c'est aussi une faille géante. Et c'est précisément ce comportement automatique qui nous rend hyper vulnérables aux pièges que nous tendent volontairement les as du marketing, les vendeurs et les publicitaires. Ok, plongeons au cœur du sujet. C'est quoi exactement l'influence? Si on écoute les recherches de Cialdini, c'est cette capacité assez dingue à changer l'état d'esprit de quelqu'un de façon tellement fluide, tellement naturelle, que la personne finit par consentir sans même opposer la moindre résistance. À travers ses études, l'auteur a mis le doigt sur 6 grands principes psychologiques, 6 leviers majeurs qui activent notre pilote automatique. Tout au long de ce décryptage, on va ouvrir 6 dossiers distincts. Et surtout, pour chacun, on va identifier le piège et on forgera le bouclier mental nécessaire pour s'en défendre. Allez, on ouvre directement notre premier dossier. Le principe numéro 1, la réciprocité. Pour bien capter ce levier, il faut remonter un peu dans le temps. Notre société humaine s'est littéralement construite sur l'échange de bons procédés. C'est gravé dans notre ADN. Quand quelqu'un nous donne quelque chose, on se sent obligé de lui rendre à l'appareil. Donc, le petit bout de fromage offert gratuitement au supermarché, ce n'est pas de la pure générosité, oh que non. Une fois l'échantillon avalé, ça installe subtilement un petit sentiment de culpabilité. On se sent redevable. Et boum, on finit par acheter le produit complet. Mais le plus fort, c'est la technique que Cialdini appelle « rejeter puis proposez-moi ». Il raconte d'ailleurs une anecdote personnelle géniale. Un jour, un jeune boy scout l'aborde pour lui vendre un billet pour un cirque à 5 $. Cialdini, qui déteste le cirque, refuse net. Le gamin rétorque alors « Bon, si on oublie le billet, que diriez-vous d'acheter quelques barres de chocolat à 1 $? » Résultat, Cialdini repart avec 2 barres de chocolat, alors qu'il n'aime même pas ça. Que s'est-il passé? Le garçon a fait une concession, passant d'une grosse demande à une petite. Cialdini s'est senti obligé de faire une concession en retour. Petit rappel en passant, si ce genre d'anecdote vous parle, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner, ça nous aide beaucoup. Alors, face à ce piège des obligations indésirables, on sort quel bouclier? La clé, c'est d'évaluer froidement les intentions. Quand un vendeur vous offre un soi-disant cadeau ou fait une prétendue concession, posez-vous une seconde. Demandez-vous, est-ce que c'est un vrai cadeau sincère ou juste une ruse commerciale bien calculée pour déclencher votre culpabilité et empocher une commission? Si vous grillez la ruse, le bouclier s'active. Mentalement, redéfinissez cette faveur comme ce qu'elle est vraiment, une simple tactique de vente. Et paf, dès cet instant, vous êtes libéré de toute obligation morale de rendre l'appareil. Vous pouvez ignorer la manœuvre et partir l'esprit totalement tranquille. On passe à la suite. Voici notre deuxième dossier, un grand classique, l'engagement et la cohérence. Ce levier est redoutable. Vraiment, l'être humain a ce désir profond, presque obsessionnel, d'aligner ses actions sur ses paroles antérieures. Pourquoi ? Parce que sur le plan social, quelqu'un de cohérent, c'est fiable. Quelqu'un d'incohérent, c'est souvent perçu comme hypocrite. Il y a donc une pression sociale et interne énorme. Et ça nous amène à cette expérience incroyable sur une plage qui illustre brillamment ce point. Des chercheurs ont mis en scène un faux vol. Un complice pose sa radio près d'un inconnu, s'éloigne et un faux voleur s'en empare. Au premier essai, par peur du danger, seules 4 personnes sur 20 bougent. Mais au deuxième test, il change un tout petit détail. Avant de partir, le complice demande à son voisin « Vous pouvez jeter un œil à mes affaires ?» Forcément, tout le monde dit oui. Et là, au moment du vol, devinez quoi? 19 personnes sur 20 se jettent sur le voleur. Un tout petit oui verbal a totalement transformé des inconnus en justiciers, juste par besoin viscéral de rester cohérent avec un petit engagement. Les professionnels utilisent ce piège en permanence. C'est la fameuse technique du pied dans la porte. Une entreprise de cosmétiques, par exemple, vous offre un échantillon et vous fait admettre que oui, prendre soin de votre peau, c'est important. Bam, engagement verbal. Ensuite, on vous propose des produits hyper chers. Pour rester cohérent avec l'image de la personne qui prend soin d'elle, vous achetez.
Même chose pour les magasins de jouets qui créent de fausses pénuries à Noël. Les parents promettent un jouet précis, ne le trouvent pas, achètent un substitut au prix fort pour le jour J et finissent par revenir en janvier quand le jouet réapparaît, juste pour tenir leur promesse. Le bouclier ici, c'est la réflexion rationnelle. Prenez du recul et demandez-vous, si je n'avais pas fait cette petite promesse initialement, est-ce que je ferais ce choix aujourd'hui? Si c'est non, il faut briser cette cohérence aveugle. Et au fait, pour briser la cohérence des algorithmes, pensez à vous abonner et à liker l'analyse, c'est toujours très apprécié. Allez, on continue sur notre lancée. Notre troisième dossier attaque directement l'instinct du troupeau, la preuve sociale. Ce principe est simple. Quand on est dans le flou, on part du principe qu'un comportement est correct s'il est adopté par les autres. La certitude et la similitude, ce sont les deux moteurs de ce piège. Si on ne sait pas quoi faire, on regarde ce qui nous ressemble. Il y a un dicton super célèbre chez les vendeurs professionnels qui dit « Seuls 5% des clients sont des initiateurs, les 95% restants sont des imitateurs ». C'est exactement pour ça que face à deux restos inconnus, votre instinct va vous pousser vers celui qui est bondé. C'est pour ça que les publicitaires ne disent plus qu'un produit est le meilleur, mais qu'il est le plus vendu. La puissance de l'imitation est telle que des psychologues ont même réussi à soigner des enfants terrorisés par le dentiste, juste en leur montrant une vidéo d'autres enfants du même âge qui allaient joyeusement se faire soigner. L'impact de voir des personnes qui nous ressemblent faire quelque chose, c'est d'une puissance redoutable. Le piège ici, c'est l'imitation aveugle. C'est de suivre le troupeau les yeux fermés. Le bouclier, c'est le jugement indépendant. Bien sûr, c'est normal et souvent super utile d'observer ce que fait la foule pour s'orienter. Le problème, ça dérape quand la foule devient votre unique boussole. Il faut s'habituer à débrancher le pilote automatique et à regarder les faits concrets. Demandez-vous, est-ce que ce produit est vraiment adapté à mes besoins ou est-ce que je l'achète juste parce que tout mon entourage l'a fait? Cultiver son esprit critique, c'est absolument essentiel. Ce qui nous mène tout droit au dossier numéro 4, la sympathie. Ça paraît presque être une évidence, mais on est infiniment plus enclin à dire oui à quelqu'un qu'on connaît et qu'on apprécie. Ce qui l'est moins, c'est la façon dont ce sentiment d'affection est littéralement militarisé dans les environnements de vente. Des inconnus vont utiliser 5 facteurs clés pour fabriquer cette sympathie de toutes pièces. 1. L'attrait physique. On a tendance à l'accorder instinctivement plein de qualités comme l'honnêteté aux gens séduisants. 2. La similitude. Un vendeur va prétendre avoir les mêmes opinions que vous ou, comme par hasard, venir de la même région. 3. Les compliments. L'être humain est tragiquement vulnérable à la flatterie. 4. La coopération. Pensez aux vendeurs de voitures qui prétendent aller se battre contre son propre patron pour vous obtenir un prix. Il se positionne direct comme votre allié. Et 5. L'association. Coller une célébrité très appréciée sur un produit transfère sa sympathie vers la marque. D'ailleurs, si on s'associe bien sur cette analyse, un petit like et un abonnement serait vraiment super sympathique de votre part. Le danger ici, c'est l'affection émotionnelle qui brouille complètement les pistes. Le bouclier mental est radical, il consiste à opérer une séparation chirurgicale entre le demandeur et sa demande. C'est crucial. Si vous sentez que vous appréciez ce vendeur un peu trop après seulement 15 minutes d'interaction, une alarme doit sonner. Il faut consciemment se dire « Ok, c'est une personne très sympathique, mais est-ce que cette voiture roule mieux grâce à son sourire ?» Focalisons-nous uniquement sur la qualité et l'utilité réelle du produit. Allez, on avance super bien. Ouvrons notre dossier numéro 5, l'autorité. Depuis notre plus tendre enfance, on nous inculque le respect de l'autorité. On apprend à obéir aux parents, aux profs, puis aux supérieurs. Et s'en remettre à l'autorité, c'est souvent très utile, donc ça installe une habitude profondément racinée. Le problème, c'est qu'on a fini par réagir au symbole de l'autorité plutôt qu'à sa vraie substance. Les spécialistes du marketing le savent très bien et ils l'exploitent à fond. Il suffit de regarder le nombre de pubs où des acteurs, habillés avec de superbes blouses blanches et portant des lunettes sérieuses, vous recommandent un dentifrice. Ce ne sont absolument pas des médecins. Mais notre cerveau perçoit la blouse blanche, associe le symbole à la médecine, coupe instantanément la pensée critique et déclenche une obéissance aveugle. Face à ce piège de la soumission aveugle, votre bouclier repose sur 2 questions vitales. La première, cette personne est-elle réellement un expert compétent dans ce domaine précis? Ça vous force à regarder au-delà des apparences et des jolies blouses blanches pour chercher les véritables qualifications. La deuxième question, quelle est la fiabilité de cet expert dans cette situation spécifique? Demandez-vous toujours s'il y a un intérêt financier derrière. Un véritable expert qui gagne une grosse commission sur votre achat devient soudainement beaucoup moins fiable. Et nous y voilà, le 6e et dernier dossier, l'illusion de la rareté. Notre cerveau a ce bug incroyable, il est programmé pour accorder une valeur beaucoup plus élevée aux choses qui sont rares ou dont la disponibilité est limitée. Qu'il s'agisse d'un petit compte à rebours sur un site web ou d'une édition super limitée, ces restrictions créent une véritable panique psychologique. Mais ce qui est fascinant, c'est la façon dont ça s'applique à des aspects inattendus, comme l'amour. Prenez la célèbre tragédie Roméo et Juliette. Les sociologues suggèrent que, peut-être, l'affection de base entre ces deux-là n'était pas si extraordinaire. Mais l'interdiction de s'aimer, l'opposition farouche de leur famille, ça a créé un effet de rareté et d'entrave qui a propulsé leur passion à un niveau mortel.
C'est exactement le même mécanisme qui pousse des hordes de touristes à affluer à Venise parce qu'ils entendent que la ville est en train de couler. La restriction stimule frénétiquement le désir. Ce piège, c'est ce qu'on appelle la FOMO, la fameuse peur de rater quelque chose. Et c'est particulièrement redoutable quand cette rareté est combinée à un sentiment de compétition avec d'autres acheteurs. Pour lever ce bouclier, il faut ramener l'esprit à l'essentiel, l'utilité. Il faut se poser la question de ce qu'on attend vraiment de l'objet. Souvenez-vous qu'un objet rare n'aura pas un meilleur goût, ne roulera pas plus vite et ne sonnera pas mieux simplement parce qu'il est galère à obtenir. L'achat d'un biscuit en édition limitée ne garantit pas une meilleure saveur juste à cause du packaging. Ne confondez jamais le frisson de la compétition avec la véritable valeur d'usage, c'est ça la clé. Bon, on a vu les 6 pièges. Il est grand temps de reprendre le contrôle et d'assembler notre bouclier mental. Nous avons maintenant parcouru les 6 dossiers et vu comment notre besoin de simplifier la vie nous expose aux stratagèmes redoutables mis en lumière par Cialdini. Pour conclure, voici un petit guide de survie, un véritable tableau de bord face à la manipulation moderne. Face à la réciprocité et un cadeau inattendu, on évalue les intentions. Avant d'accepter une petite faveur, on utilise la réflexion rationnelle pour ne pas finir piégé par la cohérence. Ne pas suivre la foule aveuglement pour la preuve sociale demande un jugement indépendant. Si un vendeur utilise trop la sympathie, on sépare le demandeur du produit. Pour l'autorité, on ne se laisse pas intimider par une blouse et on vérifie l'expertise. Et enfin, face au stress de la rareté, on respire un bon coup et on se concentre uniquement sur l'utilité réelle. Ça nous amène à cette dernière réflexion un peu provocante. À la fin de la journée, nos choix quotidiens nous appartiennent-ils vraiment? Ou ne sommes-nous que de simples marionnettes réagissant à des stimuli extérieurs programmés par d'autres? La frontière entre une décision libre et une réaction pilotée de l'extérieur est souvent extrêmement mince. Prendre conscience de notre propre mode de pilote automatique, c'est la toute première étape. Et pour continuer à décoder ensemble ces manipulations du quotidien, je vous fais le 5e et dernier petit rappel, likez et surtout abonnez-vous à ce décryptage, c'est la meilleure arme pour soutenir la chaîne. En comprenant toutes ces dynamiques cachées, on ne se contente pas d'éviter les arnaques, on reprend le volant. On redevient le véritable auteur de nos choix. Comme on dit, nous devons faire appel à la raison et non à l'obéissance aveugle. Les outils sont maintenant entre vos mains pour désactiver ce pilote automatique et avancer dans le monde moderne avec clarté. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Gardons nos boucliers mentaux bien levés, restez curieux et à la prochaine.